Bonsoir Laurent Delmas. Bonsoir. Vous êtes le critique bien connu de France Inter, que je ne vais pas dire tout le monde écoute, mais que beaucoup écoutent, une voix familière si j'ose dire. Et vous êtes producteur également, si je ne m'abuse, d'émissions sur France Inter notamment, et de cette fameuse émission Synopsis qui a vécu. C'est un magazine, Synopsis. Un magazine. Un magazine de presse écrite qui a vécu pendant 6 ans, ce qui n'était pas 6-7 ans, ce qui n'était pas si mal. Parce que la vie de la presse cinéma en France est presse écrite notamment, est très très compliquée, de plus en plus compliquée. Et c'est difficile de faire vivre les supports. Alors là, vous avez une émission qui est un magazine également, mais pas presse écrite, Non, radiophonique. C'est un magazine de radio, voilà, qui existe depuis bientôt 14 ans. Qui s'appelle On aura tout vu et qui, c'est le magazine de cinéma de France Inter. Et chaque semaine, le samedi matin, de 10h à 11h, on se penche sur l'actualité du cinéma en France avec des entretiens, des réalisateurs, des acteurs, des scénaristes, des monteurs, et puis les regards critiques qu'on peut avoir avec Christine Masson, avec laquelle oui, c'est un double voix. C'est un double voix, un quatre-mains, une double voix, où effectivement on passe en revue, non pas les 15 films qui sont sortis dans la semaine, ça sera impossible à faire, mais un certain nombre des films sortis dans la semaine. Avec une liberté de ton, et parfois des points de vue assez décalés, des regards que l'on ne trouve pas forcément ailleurs. C'est en tous les cas la promesse qu'on fait et qu'on peut faire parce qu'on est sur France Inter, je crois qu'il faut le dire. C'est la liberté même d'une radio de service public qui est effectivement de donner la parole. Il y a une autre émission finalement assez comparable en termes de liberté qu'on connaît bien aussi sur France Inter, c'est Le Masque et la Plume. Ça fait encore plus longtemps que nous que ça dure et ça dure parce qu'effectivement il y a cette promesse de liberté totale par rapport aux œuvres, en sachant que la fonction critique elle est là, elle est de considérer que les films, les tableaux, les disques, tout ce qu'on voudra comme expression artistique sont possiblement soumis au jugement du public, des critiques, et qu'il faut que la parole soit, de ce point de vue-là, libre, dès lors, évidemment, qu'elle est ni diffamatoire, ni insultante pour personne, etc., mais qu'effectivement, on puisse dire ce que l'on pense des films que l'on a vus. Alors, François Truffaut, 1968, oui. La mariée était en noir, on connaît le titre, mais c'est peut-être pas le film le plus connu de Truffaut. C'est vrai. Alors pourquoi l'exhumer, si j'ose dire, ce soir au cinéma Casino CGR à Auxerre, en ouverture, au début de ces entretiens d'Auxerre, dont le thème est « En colère ». Oui. Ça paraît pas évident que ce film, ce suspense hitchcockien, contienne de la colère, de la vengeance, oui, puisqu'il y a pas mal de meurtres, je crois. Alors, pourquoi est-ce que vous avez exhumé ce film? Alors, donc la commande qui m'a été passée en quelque sorte de choisir un film pour ouvrir le bal en quelque sorte de ces journées en colère, la commande a été claire en disant pas de film documentaire. Donc ça a éliminé un certain nombre de choses et pas de façon importante, c'est-à-dire qu'effectivement la colère notamment politique, sociale, revendicative, le cinéma documentaire la traite très très souvent. Il y a encore un film qui vient de sortir qui s'appelle On va tout péter de Lech Kowalski, qui était sur un conflit social et qui vraiment était un film sur la colère des ouvriers menacés de chômage. Mais on m'a dit pas ce genre de film-là, pas de documentaire. Alors restaient des films sociaux qui étaient des films de fiction, mais qui pouvaient aussi s'apparenter finalement à des films documentaires. Donc j'ai préféré carrément aller voir ailleurs. On ne vous a pas commandé un film féministe? Ah, pas du tout. Non. Et puis alors, je suis pas certain que les féministes seraient très très heureuses de ce portrait-là. Enfin, ça c'est un autre débat. Mais non. Donc mais il y a un côté quand même un peu féministe dans ce film. Oui, enfin... Chez l'héroïne, si j'ose dire. Là. Oui, mais c'est un féminisme qui passe par le meurtre, donc je ne suis pas certain que ça serait très bien pris. Mais enfin, bon, c'est vraiment un autre débat. À la base de la vengeance, il y a la colère. Il n'y a pas de vengeance sans colère. La colère froide. La colère froide et chaude aussi, d'ailleurs, les deux, tout ça sera dit. Mais la vengeance, c'est après. La colère, c'est d'abord. Pour se venger, ce que effectivement l'héroïne fait, il faut d'abord avoir été en colère. Donc la colère c'est le moteur et la vengeance c'est le moyen. Voilà. Donc c'est pour ça que je suis allé là.
Et puis il y a une petite raison à la fois secrète, malicieuse, mais qui n'est pas de mon fait, qui est le fait de Truffaut. Dans le roman originel, qui est un roman de William Irish, l'héroïne s'appelle Julie Killen, donc en fait Julie qui tue, la tueuse, c'est ça que ça veut dire en traduction française. Truffaut n'a pas retenu ce nom dans son film. Jeanne Moreau s'appelle Julie Colère. K-O-H-L-E-R. Voilà. J'aimais ce petit clin d'œil. Je pense qu'il est tout sauf hasardeux, connaissant Truffaut, qui avait au contraire une acuité pour les noms et pour le choix des noms. Il a vraiment une façon de choisir des noms, de faire que ces noms se répondent. Et comme par hasard, Colère, c'était déjà un nom d'un des héros en colère et en vengeance de Tirer sur le pianiste. Donc voilà, pour ces raisons-là, pour cette colère en forme de vengeance, cette vengeance en forme de colère, et puis pour ce nom-là aussi, qui n'est pas anecdotique, j'ai pensé qu'on pouvait introduire ces journées avec cette femme en colère. Et puis, vous allez peut-être le dire, je ne sais pas, ou me contredire, ce film, vous l'aimez, vous trouvez que c'est un grand film. Oui, vous voulez le faire partager. Bien sûr. C'est étrange de parler de La Mariée était en noir parce que c'est le seul film que Truffaut n'aimait pas. Alors, on pourrait se dire, mais enfin, si son auteur ne l'aime pas, oublions-le. C'est d'ailleurs ce qu'il disait. Il y a un texte de Truffaut où il conclut son texte en disant « oublions-le », en parlant de son film. Le truffaldien que je suis, pour une fois, contredira le maître et n'a pas envie de l'oublier. Parce que même si c'est un Truffaut mineur, comparé à La peau douce, Les deux Anglaises et le continent, La femme d'à côté, Le dernier métro, etc., c'est vrai, c'est un Truffaut mineur, mais c'est un Truffaut éminemment hitchcockien, et ça, pour le coup, dans la trajectoire de Truffaut, on sait l'importance du maître Hitchcock. C'est d'ailleurs Bernard Herrmann qui a composé la musique de La Mariée était en noir, et Bernard Herrmann, c'est le compositeur d'Alfred Hitchcock, donc il y a une filiation très importante, et revendiquée évidemment comme telle par François Truffaut. Bref, cette façon qu'a eu François Truffaut de refuser le film, c'est peut-être, c'est un accès de sincérité de sa part, c'est vrai, c'est le seul film de toute sa filmographie qu'il refusait, qu'il rejetait. On a envie de se dire non, mais faisons un pas de côté par rapport à ça, ne l'écoutons pas trop et regardons ce film pour ce qu'il est, un polar savoureux et avec un casting extraordinaire, puisque non seulement il y a son égérie Jeanne Moreau, avec laquelle il a eu une histoire, etc., et puis qui est vraiment une belle égérie, et face à elle, il lui oppose en quelque sorte une brochette d'acteurs masculins qui sont tous plus extraordinaires les uns que les autres. Michael Lonsdale, Charles Denner, qu'on retrouvera dans L'homme qui aimait les femmes, dans un personnage d'air très 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 proche. Le personnage dans La Mariée était en noir est une sorte d'annonce de ce que sera Charles Denner dans L'homme qui aimait les femmes, un des chefs-d'œuvre de François Truffaut. Je vais en oublier bien sûr en les citant, mais Daniel Boulanger qui est là bizarrement, parce que c'est plutôt un scénariste, un romancier de talent, mais il joue l'un des personnages qui fait face à Julie Colère. Et voilà, et pour cela aussi, pour cet extraordinaire casting, le film vaut largement la peine d'être vu, revu. Et puis moi j'ai toujours un amour des films du patrimoine qu'on peut revoir sur grand écran, parce qu'évidemment ça n'a rien à voir avec le petit écran d'ordinateur, le petit écran de télévision, le petit écran de ceci, le petit écran de cela. Revoir les films sur grand écran, c'est toujours un moment extraordinaire. Et puis, je crois savoir, enfin j'ai lu ça, je ne me souviens plus du film que j'ai vu il y a longtemps, il y a une mort qui est un chef-d'œuvre, à la fin. Oui. Non ? Toutes les morts les 5 morts du film sont assez orchestrées. C'est-à-dire c'est vraiment de l'assassinat considéré comme l'un des beaux-arts. C'est-à-dire Mais sans sang, enfin sans... Ah, il n'y a pas de sang. On ne montre pas, il suggère plus que... Il n'y a pas de sang, de même qu'il n'y a pas de scène d'amour dans un film qui est, on l'a pas dit, mais qui est
qui est un film sur l'amour. C'est-à-dire cette femme se venge par amour. Ce qu'elle venge, c'est son amour défait, c'est son amour qui en plus, et ça il faut bien écouter les dialogues pour le comprendre, c'est un amour qui n'a pas pu aller jusqu'au bout parce que Julie Colère est vierge. Quand on lui tue son mari, le mariage n'a pas été consommé. Et donc c'est l'histoire d'un amour défait et d'une vierge devenue folle de colère et de vengeance qui tue ceux qu'elle pense être les fautifs, en l'occurrence, de la mort accidentelle de son mari. C'est une tragédie. Ah ben c'est totalement une tragédie grecque. D'ailleurs, Julie Colère, Jeanne Moreau n'est habillée que dans les couleurs de la tragédie, c'est-à-dire en noir et blanc, dans un film en couleur. Alors Laurent Delmas, comment allez-vous faire ce soir? Il va y avoir la projection du film, il va y avoir un public, oui. Et puis il y a vous. Alors vous introduisez le sujet. Comment faites-vous? J'aime pas trop parler avant les films parce que je trouve que il faut laisser. J'espère qu'il y a des gens qui n'ont pas vu, qui n'ont jamais vu, qui vont découvrir le film ce soir. Donc je n'aime pas trop leur parler avant. Tout ce qu'on vient de dire là, je n'ai pas envie de leur dire avant le film. J'ai envie qu'ils le découvrent, qu'ils l'entendent, qu'ils passent à côté, peu importe. Donc en tous les cas qu'ils voient les choses dans une sorte de fraîcheur. Et puis après, en revanche, alors une fois qu'on est tous à niveau, c'est-à-dire une fois qu'on a vu tous la même chose, en parler ensemble, des choses à dire, mais j'ai aussi des choses à entendre, à écouter, des questions, des réserves, des déclarations d'amour ou des déclarations de haine. Moi je trouve ça très très bien quand dans un débat il y a des gens qui disent moi j'ai pas aimé ce film, voilà pourquoi, je le trouve ceci, je le trouve cela. À la limite je pourrais leur dire écoutez, vous voyez ce soir vous êtes plutôt d'accord avec le cinéaste, c'est rare qu'on puisse vous dire oui, ce que vous dites là, Truffaut l'a dit par exemple, Truffaut a fini par dire qu'il détestait le thème de la vengeance, qu'il détestait par exemple un film comme Le Vieux Fusil de Robert Enrico parce que c'était sur la vengeance et qu'il regrettait d'avoir fait un film sur ce motif-là qu'il n'aime pas. Parce qu'il dit la vengeance est laide pour lui, et il n'a pas aimé faire. Alors si quelqu'un ce soir me dit j'aime pas ce thème-là, c'est pas bien moralement, etc., je dirais écoutez, bravo, parce que c'est exactement ce que pensait François Truffaut. C'est plutôt rare de pouvoir abonder face à une critique d'un spectateur en lui disant vous avez raison, le cinéaste pense la même chose que vous, en même temps il a fait le film. Bon, c'est paradoxal, mais c'est comme ça. Mais moi j'aime beaucoup que le débat vive. Je pense que les films ils sont faits pour ça. Le film est une proposition, toujours. L'œuvre d'art est une proposition au spectateur de s'en emparer, de l'aimer s'il veut l'aimer, de la discuter s'il veut la discuter, de la descendre en flamme si c'est son sentiment, etc. Voilà, les films résonnent en nous et on a bien raison de les faire vivre de cette façon-là. Alors, dernière question peut-être, comment expliquez-vous qu'il ait réalisé ce film puisqu'il ne l'aime pas, qu'il n'aime pas le thème de la vengeance? Est-ce que c'est un exercice, une application de ses entretiens avec Hitchcock, parce que je crois que c'était pendant ou après le fameux livre, oui, et que donc il a voulu mettre en musique finalement ce qu'il a compris, notamment en matière de suspense et d'étirement du temps, pour bien montrer que voilà ce qui va se passer s'ils ne sont pas pris par surprise, je crois, les assassinés. Bien sûr. Non, il faut remettre les choses dans la chronologie. Les jugements sévères qu'a porté Truffaut sur La mariée était en noir datent de 1 an ou 2 avant sa mort. C'est-à-dire que quand il dit c'est le seul film que je regrette d'avoir fait, il parle quasiment de sa filmographie entière, qui hélas ne compte que 23 films. Il jette un regard rétrospectif. Il ne l'a pas du tout dit au moment où le film est sorti, etc. Donc il l'a dit presque... avant sa mort. Juste avant sa mort, juste avant 80. Donc c'est un jugement rétrospectif, c'est un jugement où le temps a passé. Oui. Il a certainement évolué. Je pense que ça n'a pas été tout de suite pour lui une révélation, d'autant plus que le film a très bien marché, contrairement à son film précédent qui était Fahrenheit 451, qui a été un bid monumental en termes commercial, qui l'a beaucoup affecté, qui l'a beaucoup fragilisé en termes économiques. C'est à partir de La mariée était en noir qu'il a dû s'associer avec les artistes associés, une maison de production, pour financer ses films. Ce sont les artistes associés, par exemple, qui ont acheté les droits du bouquin de William Irish. C'est à partir de ce moment-là qu'effectivement, fragilisé par Fahrenheit 451, il a dû muscler le financement de ses films. Mais il se trouve que La mariée était en noir
a très bien marché. Et chose assez étonnante d'ailleurs, parce qu'effectivement il est sorti un mois, à peine un mois, 15 jours plutôt, avant le début d'événements dont le moins qu'on peut dire et qui sont marqués par la colère, qui sont les événements de mai 68. Est-ce que vous publiez, et avez-vous publié, sur toutes vos chroniques, ce que vous faites sur le cinéma, parce que vous êtes en plein dedans jusqu'au cou, et même au-delà, y a-t-il des publications? Oui, je fais régulièrement régulièrement, je fais des livres. Oui, j'ai fait une histoire du cinéma chez Larousse. J'ai fait chez le même éditeur un film qui s'appelle Les 100 films qu'il faut avoir vus. C'est un titre éminemment immodeste, mais qui ne m'appartient pas. Les 100 films. Les 100 films qu'il faut avoir vus. C'est un titre qui ne m'appartient pas, mais qui est un titre choisi par l'éditeur. J'en ai rajouté, parce que j'estime que 100 c'est absolument trop peu. Et puis oui, j'ai fait des films, j'ai fait d'autres livres sur notamment les grandes dates du cinéma. Voilà, les grands auteurs, non? Les grands auteurs, oui aussi, on vient. Voilà, je vais certainement faire un film sur François Truffaut, décidément, je dis tiens, un livre sur François Truffaut. Oui. Et vous n'avez jamais pensé à franchir le pas ou à faire le saut? Eh bien, derrière la caméra? Ah, certainement pas. Certainement pas. Certainement pas. Non, non. Ouais. Moi, je n'ai aucune. Non, je comprends d'ailleurs pas beaucoup ce vieux débat sur les critiques de cinéma seraient des cinéastes frustrés. C'est pas parce qu'il y a eu en France, ce qui est assez d'ailleurs pas très courant par ailleurs, mais le petit bataillon de la nouvelle vague, Chabrol, Truffaut, Rivette, Godard, qui ont commencé par la critique, mais une fois qu'ils ont fait leur premier film, ils ont abandonné tout travail critique de façon très logique. Après, Renoir n'a jamais été critique de cinéma, Chaplin non plus, Hitchcock non plus. Enfin, à mon avis, la porosité, elle est dans la tête de ceux qui voudraient faire des critiques de cinéma, des frustrés, mais c'est tout. Non, moi je n'ai aucune capacité de ce point de vue-là. Je pense vraiment d'avoir et donc de ne pas être dans la frustration. Moi, la position du spectateur me va, et j'y tiens beaucoup d'ailleurs, parce que le jour où il n'y aura plus de spectateurs, on voudrait, je trouve que là, un certain temps déjà qu'on voudrait que tout le monde crée, tout le monde soit créateur. Le problème, c'est que quand tout le monde sera sur le devant, sur la scène, il n'y aura plus personne pour regarder le spectacle. Pour qu'il y ait de l'art, pour qu'il y ait du spectacle, il faut des spectateurs. Moi, je suis du côté des spectateurs. Et puis, je suis en admiration ou pas devant ce qui se passe sur la scène, mais je n'ai aucune frustration, aucune volonté de passer ce qui n'est même pas un miroir, de crever l'écran. Oui, pas du tout. Moi, je suis très bien là où je suis. Je suis très bien dans mon fauteuil. Je pense que c'est pas du tout une position passive, contrairement à ce qu'on dit, ou à ce qu'on peut croire. C'est une position très active, la position du spectateur. Enfin, en tout cas, quand on a une belle proposition en face de soi, si on regarde un navet, on est plutôt passif, on finit par s'endormir. Mais si on regarde un film, un beau Renoir, un bel Hitchcock, un beau Truffaut, c'est tellement riche, tellement foisonnant qu'on est tous sens en éveil. Mais justement, il y a pas mal de films, des chefs-d'œuvre notamment, et même d'autres, qui inspirent plutôt, même chez les bavards, le silence. Et au sortir d'un film, si on essaie de discuter avec son épouse ou une copine ou un copain, c'est pas évident. Et c'est difficile de construire une réflexion ou une critique, entre guillemets, sur ce qu'on vient de voir. Oui, il faut pas avoir envie de le faire dans l'instant, je crois aussi, parce que les choses maturent, enfin les grands films maturent, les grands films ils infusent dans l'esprit, ils ont des ramifications. Renoir refusait parce que à l'époque ça se faisait, ça ne se fait plus maintenant, mais à l'époque on mettait le mot fin, on écrivait le mot fin à la toute fin du générique. Renoir refusait cela, contrairement à la pratique de son époque, en disant mais le film n'a pas de fin, le film continue sa vie dans l'esprit de chaque spectateur. Et le film enrichit chaque spectateur et le spectateur se fait sa propre histoire, sa propre fin, sa propre suite. Donc, moi qu'on ne soit pas bavard en sortant d'une salle de projection, je trouve ça plutôt normal. Moi, je parle très très peu quand je sors d'une salle de projection. Je parle très peu. Je parle très peu parce que je pense qu'on a envie de garder les choses, on a envie d'y repenser. Je pense qu'on est très bavard si on a vu un mauvais film. Et puis, si on n'est pas bavard, on peut écouter France Inter samedi matin, à partir de 10h. C'est une position possible.